David, bonjour. Bonjour Romain. Merci d'avoir accepté cet entretien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'éducation canine en méthode coopérative. Nous allons parler plus largement des neurosciences. On va développer aussi l'approche de la communication animale. Et voilà, après on partira peut-être dans d'autres sujets. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, dans les grandes lignes, et ce qui t'a amené donc à la... Grande ligne, ce qui m'a amené à l'éducation, on va y venir. Je suis pas du tout dans le monde canin. En fait, je suis dans le monde canin depuis très peu de temps. Moi, j'ai fait toute ma partie professionnelle et mon apprentissage professionnel dans la prévente automobile pendant quasiment 20 années en tout. Et puis jusqu'à être co-gérant de mon propre garage. Et puis après avoir fait le tour de tout cet environnement-là, une année sabbatique et envie de me tourner vers autre chose. Voilà. Et pourquoi j'ai eu envie de me tourner vers autre chose, c'est que il y a eu l'arrivée de mon chien, tout simplement. Voilà. J'ai toujours voulu avoir un animal à mes côtés. Mes parents ont toujours eu la bonne, et aujourd'hui je le comprends encore plus, ont toujours eu la bonne réponse en me disant on n'aura pas de chien à la maison parce qu'on n'a pas le temps nécessaire à lui consacrer. Et accueillir un chien, c'est pas n'importe quoi. D'accord, donc toi, tes parents n'avaient jamais eu de chien, tu as grandi sans chien. J'ai grandi sans chien. Mon chien aujourd'hui, Maurice, c'est mon tout premier chien, que ce soit chien de parents ou mon chien à moi, c'est mon tout premier chien. Voilà. Mais cette envie d'avoir un fidèle compagnon à mes côtés, ça a toujours été ancré au fond de moi. Voilà. J'ai découvert, grâce à ma formation, et je pense qu'on va y venir, pourquoi je voulais la présence d'un animal canin à mes côtés. Mais voilà. Et donc du coup, durant cette année où j'ai repris du souffle, je me suis dit tiens, voilà, j'ai fait 20 ans, qu'est-ce que je peux faire maintenant, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui m'intéresse. J'ai fait des séminaires en développement personnel, en leadership, justement pour aller rechercher un petit peu la vraie raison. Et puis donc au cours de ce séminaire de 3 jours que j'ai fait, voilà, c'était écrit à la fin, on avait un gros bouquin, et là ça a sauté aux yeux en fonction de tous les petits ateliers qu'on avait. Ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est de devenir éducateur canin. D'accord. Donc je me retrouve avec cette information qui ne m'interpelle pas plus que ça. C'est-à-dire que ça ne m'interpelle pas en me disant presque oui, en fait je le sais. Mais j'avais pas eu ce petit déclic. Et donc ce qui s'est passé pendant cette année, je me suis beaucoup baladé avec mon chien. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir parce qu'ils voyaient, surtout ce qu'ils ont vu, c'est le lien que j'avais avec mon chien. Moi j'ai jamais fait du dressage au niveau de mon chien, j'ai jamais fait du assis, debout, couché, etc. C'est-à-dire que les personnes me voyaient converser et parler à mon chien. Alors que souvent on entend dire encore dans des idées reçues, ça sert à rien de faire des phrases, ça sert à rien de lui parler. Mais ça s'est fait naturellement. Alors après, pendant cette année, et avec l'arrivée de mon chien, où j'ai voulu pas faire n'importe quoi non plus, j'étais allé voir une éducatrice canine. C'est ma femme qui a fait principalement les cours avec elle, qui a appris l'éducation en méthode dite positive à la récompense friandise, voilà, mais qui avait aussi une approche de comprendre ce que notre chien nous dit aussi. Même si c'était pas le fond de la formation, elle était quand même dans cette approche-là. Et donc j'ai continué là-dessus en m'auto-formant sur internet, mais en allant voir des gens qui connaissent le chien. Mais pas le chien en termes éducatifs, en termes dressage. Des gens qui connaissent le chien en termes éthologues. Voilà. Et du coup, ou conseiller en comportement canin, et j'étais effectivement tombé sur Audrey Ventura, entre autres, personne que tu connais, puisque tu l'avais reçu dans une de tes émissions. Tu as fait aussi, je sais, une fiche de lecture sur son livre qui est pour moi aujourd'hui un peu la Bible dans l'approche et la compréhension du chien. Moi, c'est un bouquin que je conseille à tous mes clients quand je fais mes bilans. Le chien, cet animal qui nous échappe. Et j'étais dans cette approche-là. Et là, je me suis dit, ouais, ça m'intéresse de pouvoir aider les chiens, aider les humains à avoir cette belle et bonne relation.
Maintenant, restait à savoir où, quand et comment. Ouais, parce que finalement, moi j'avais accueilli une amie d'enfance en stage d'éducation canine, donc qui venait du CFPPA de Bougainville en 2019, et je t'ai rencontré toi, qui venait aussi de ce centre de formation là, donc en 2021. C'était en 2021, ouais. Et justement, comment t'en es arrivé là en fait? Parce que le CFPPA de Bougainville, dont tu vas nous en parler, mais est-ce que c'est cette approche que tu souhaitais qui t'a orienté vers le centre, ou finalement t'es tombé sur ce centre-là parce que c'était plus proche de chez toi et finalement... Alors le centre, je suis tombé dessus parce que tout simplement j'ai cherché à me faire financer ma formation. D'accord. Puisque je voulais pas passer des attestations de connaissances ou faire des comment on appelle ça, des stages de 2 ou 3 mois chez des éducateurs canins. Je voulais un vrai diplôme d'État. Je cherchais un diplôme d'État parce que je savais que ça existait au niveau de l'éducation canine. Et donc c'est ce que j'ai cherché par l'intermédiaire de Pôle emploi, par l'intermédiaire de la région Île-de-France, pour voir où on pouvait dispenser le brevet professionnel d'État éducateur canin de façon à pouvoir être financé. Ça, c'était, on va dire, une raison. La première raison, c'était la raison financière. Et la deuxième raison après, c'était de dire, ok, ça peut être financé, mais c'est quoi ce type de formation qui est dispensé là-bas, par qui, comment, etc. Et est-ce que ça correspond à ce que je recherche dans le fond. Et donc de là, à l'époque où j'avais passé mes entretiens, c'était Sandrine Nata-Fotzmann qui faisait le BP de Bougainville, avec qui j'ai passé les entretiens, avec qui ça s'était super bien passé d'ailleurs, et qui a retenu ma candidature. Entre-temps, elle a changé, elle est partie du CFPPA, donc ça a été une autre personne qui a pris le relais, qui avait été elle-même formée par Sandrine Nata-Fotzmann. Mais j'ai continué et je suis allé voir un petit peu ce que c'était la méthode et ce qu'ils apprenaient. Il faut savoir que le brevet professionnel d'État aujourd'hui c'est légiféré par le ministère de l'Agriculture, donc il y a un référentiel avec pas mal d'UC, des unités capitalisantes. En fait on passe un petit peu comme des partiels tout au long de l'année en fonction de ce qu'on apprend. Et vraiment on balaye toute la connaissance du chien sur des bases cynologiques, cynotechniques, sanitaires, sur les races, sur les groupes de races, et sur, principalement, c'est l'intérêt du CFPPA de Bougainville, alors il n'y a pas vraiment de nom, mais aujourd'hui on pourrait l'appeler la méthode dite collaborative. Voilà. D'accord. En fait, c'est de vraiment aller comprendre les signaux de communication du chien, comment il communique, ce qu'il communique en fonction des situations qu'il rencontre, avec congénères, avec humains, avec d'autres animaux. Donc on va aborder les sujets de la familiarisation, de la socialisation, des habituations, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits là-dedans, et ça correspondait complètement à ce que je voulais apprendre et découvrir dans le monde du chien. Et je me retrouvais complètement dans cette approche, je me retrouvais complètement avec comment j'avais vécu et comment j'avais fait avec mon chien. Et là je me suis dit, entre ce que j'ai fait, la relation que j'ai, ce que les personnes qui nous croisent dans la ville où j'habite nous disent par rapport à cette relation, je me suis dit voilà, tout se recoupe et c'est cette formation qu'il faut que je fasse et c'est là-bas qu'il faut que j'aille. D'accord, ok. Donc justement, est-ce que maintenant tu peux nous présenter les grandes lignes ou les grands principes de cette approche dite collaborative? Alors, l'approche collaborative, encore une fois, donc c'est un nom, on va dire c'est un nom qui n'existe pas, mais c'est pour donner une définition de l'apprentissage et de la connaissance du chien. Pourquoi on peut l'appeler collaborative? On pourrait l'appeler compréhensive aussi, parce que l'objectif, il est d'apprendre à comment fonctionne le chien. C'est-à-dire aujourd'hui, le chien, il est reconnu doué de sensibilité aux yeux des humains de manière législative que depuis 2015. Mais tout simplement, comme j'aime à le dire à mes clients, le chien c'est un mammifère qui a un cerveau. Il a différentes parties du cerveau comme nous on les a aussi. Et il sait très bien s'en servir. Et à partir de là, dès lors qu'on apprend le chien et qu'on le respecte en tant qu'animal avec son principe de fonctionnement, on n'a pas à le conditionner à opérer ou à exécuter. On doit comprendre ce qu'il nous communique, donc on doit apprendre son langage, parce que lui, le chien, nous apprend de notre langage. C'est-à-dire que notre chien, il est toujours en train de nous lire notre gestuelle,
nos attitudes, nos intonations, nos expressions au niveau du visage, etc. Et ça, le chien, il sait très bien l'enregistrer en fonction de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit. C'est comme ça qu'il va apprendre. Pourquoi on ne serait pas en capacité de faire exactement la même chose? Voilà. Et comme on n'a pas appris au début avec ces chiens-là à les travailler, à les approcher de cette façon, le chien s'est rapproché de l'humain, on les a utilisés en chien de travail pour différentes choses. Chien de travail berger, troupeau, d'assistance, de protection, de sécurité, recherche de personnes disparues. Et là, on a du chien de travail. Donc là, on va vraiment avoir une approche, certes collaborative, ce qui est essentiel. Il n'y a qu'à voir les pompiers, par exemple, pour les chiens d'avalanche et tout, avec leurs chiens, il y a vraiment un binôme qui est fort. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir ce conditionnement opérant quand on a un chien de famille? C'est pour moi aujourd'hui un membre de la famille. Ça ne veut pas dire qu'on va tout lui autoriser. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, donc ça veut dire qu'on peut tout faire, etc. » Non, on va faire de l'habituation par des apprentissages. On va lui dire ce qu'on peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'on va faire avec lui, ce qu'on ne va pas faire avec lui, etc. Voilà. Et là, c'est ce qu'on apprend justement dans ce CFPPA, à découvrir la relation du chien et la communication du chien. Voilà. On part des basiques. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'inventé. Les signaux de communication qui ont été révélés par un petit bouquin où tu avais aussi fait une fiche de lecture qui s'appelait au départ les signaux d'apaisement de Toury Drougas. Tout ça part de là, entre autres. Et puis cette approche, il y a un monsieur qui l'a découvert avant tout le monde dans les années 2000, qui s'appelait, parce qu'il est aujourd'hui décédé, André Escafre, et qui s'est dit, mais ce qu'on est capable de faire en relation amicale avec un animal tel que les chevaux, par exemple, pourquoi on ne pourrait pas avoir la même approche compréhensive au niveau du chien? Et donc il a travaillé là-dedans. Et c'est lui qui a mis en avant, en premier lieu, voilà, nos gestuels, nos postures, notre communication, nos regards, nos incohérences que l'on a quand on fait des demandes à notre chien et on se dit mais notre chien il comprend pas. Bah oui, parce que notre chien il parle pas l'humain. Notre chien il agit avec ses congénères en tant qu'animal, avec des postures, avec des positionnements. Donc il va nous regarder, il va regarder nos postures, nos positionnements. Et si notre positionnement veut lui dire bah non tu viens pas vers moi, ou lui dans son langage de chien ça veut dire on fait demi-tour ou pas, et que nous dans le même temps je t'ai pas demandé un demi-tour, je t'ai demandé un rappel, bah le chien lui il va prendre l'information en tant que chien, et donc il va réagir en tant que chien. Et là l'humain il comprend pas. Et quand tu dis ça avec tes clients et que tu commences à travailler et que tu fais des choses et que tu leur expliques, tu le mets en place, ils sont stupéfaits parce qu'ils se rendaient pas compte que un tout petit truc, une toute petite posture qui va changer en une seconde, change complètement le comportement et l'attitude du chien. Et sans aucun agacement, sans aucun énervement, on a ce qu'on attend de notre animal, et notre animal, sans être frustré, va faire les choses pour revenir à nous dans le cadre d'un rappel ou dans le cadre d'un demi-tour, etc. Voilà. Donc cette approche collaborative, c'est de comprendre la communication du chien, savoir comment nous on va communiquer avec lui, dans nos intonations, dans nos postures, et d'avoir un vrai échange relationnel et communicant entre le chien et son humain, ou ses humains quand il fait partie d'une famille. Ok. Voilà. Donc là, ce que je n'ai pas entendu justement, et ce qui est important dans le développement que tu as fait, c'est qu'à aucun moment justement tu as parlé de conditionnement. Et c'est vrai que dans cette méthode dite collaborative que moi j'ai découvert donc à travers toi, principalement, c'est justement l'absence de conditionnement. C'est-à-dire qu'en utilisant uniquement le langage, en utilisant le langage non verbal et avec ce fameux lien, on est capable d'éduquer un chien sans avoir recours finalement à des conditionnements, sans avoir recours à des récompenses alimentaires, dans le cadre bien sûr d'une relation de chien de famille, on l'entend. Complètement. Aujourd'hui, ce qu'il faut entendre par la notion de conditionnement, ça va être une forme de conditionnement, mais qui ne va pas être en récompense de quelque chose. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne parle pas de conditionnement, mais d'apprentissage ou d'habituation. C'est-à-dire qu'on va faire comprendre à notre animal, dans notre façon d'être, qu'en faisant telle chose ou telle chose, on arrive à créer un lien et quelque chose qui n'est pas frustrant pour lui ou qui n'est pas imposé à lui. Et c'est pour ça qu'on obtient l'écoute et la réalisation de telle ou telle attitude de la part de son chien. Ce qu'on entend par le conditionnement opérant, c'est un genre de troc, c'est un genre d'échange.
La méthode positive, quand on a appris avec la friandise, quand c'est arrivé il y a 20-25 ans à peu près, en contradiction des méthodes dites traditionnelles ou coercitives où on sanctionnait le mauvais comportement d'un chien, on s'est dit plutôt que de sanctionner le mauvais comportement, on va récompenser le bon. Et donc, dès lors, exemple, qu'il réalisait quelque chose de fonctionnel, hop, on lui donnait une friandise. Mais là, le chien, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il agit ou est-ce qu'il fait parce que ce qu'on lui a demandé est nécessaire et fonctionnel, aussi bien pour lui que pour son humain ou pour les deux, ou est-ce qu'il le fait parce que ça lui permet d'aller chercher une friandise? Et en fait, moi, ce que j'ai compris, et encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon opinion, donc il y a des gens qui peuvent être contradictoires par rapport à ce que je dis, mais encore une fois, moi je l'ai vu, et la question qui se pose, dans la mesure où le chien est un animal opportuniste par rapport à la nourriture, bien évidemment qu'il va faire des choses dès lors qu'il sait qu'au bout il y a de la nourriture. Et là je pose la question à des éducateurs ou des éducatrices qui utilisent cette méthode à la friandise, si le chien n'a pas un côté attiré par l'appétence et par la nourriture, qu'est-ce qu'on fait? Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça d'ailleurs que ça coince souvent. Et ce type d'éducateur dont je fais partie se retrouve assez rapidement emmerdé quand une situation comme ça se produit. Et voilà. Et donc il peut y avoir ça comme problématique. Et puis il peut y avoir d'autres problématiques, c'est-à-dire que le chien va être complètement focus et focalisé par la nourriture et que par la nourriture, ce qui fait que quand il n'y en a pas, il va pas faire, alors qu'on a quand même besoin que le chien s'arrête à un passage piéton, pour pas traverser et éviter les risques d'accident, ne pas l'encourager ou l'aider quand il n'y a pas besoin d'aller voir l'autre congénère en face. Et c'est là où l'apprentissage des lectures et des signaux de communication c'est important parce que on permet d'être aidant aussi pour notre chien. On voit que la rencontre elle va pas forcément bien se passer. Si je rappelle mon chien et qu'il s'attend à avoir une friandise et qu'il l'a pas, finalement il va peut-être aller voir ce fameux chien qui lui dit depuis 5 minutes non, j'ai pas envie de rencontrer, du moins pas ici, pas maintenant, pas comme ça, par exemple. Et donc récompenser un bon comportement à la friandise, pour moi, déjà c'est pas respecter le chien parce qu'on va être dans du conditionnement opérant. On le laisse pas libre de la décision, on lui impose en fait la décision et on va utiliser cette technique de l'heure. Et on va utiliser entre guillemets sa faiblesse au niveau de la nourriture. Voilà. Et moi c'est pas ce qui m'intéresse en fait. Voilà. Déjà c'est un budget au niveau des friandises. Faut en avoir dans les poches. On n'est pas à l'abri de croiser des chiens qui sont aussi attirés par la bouffe. Ça c'est du vécu, donc à partir du moment où vous avez de la nourriture dans la poche, vous croisez un chien qui vient vous voir parce qu'il a senti la nourriture, pour peu que l'humain, son chien, fasse de la protection sur son humain, il va défendre et la bouffe dans la poche et l'humain en question. Et là vous déclenchez, parfois et souvent sans comprendre, une bagarre de chien. Voilà. Donc en plus, en voulant ou en essayant de faire de l'éducation de ce type, on est aussi amené à créer des problèmes. Et on ne les comprend pas. Alors qu'en fait, c'est assez logique. Voilà. Mais c'est vrai que moi, lorsque je t'ai rencontré, on en avait déjà parlé à l'époque. C'est-à-dire que moi, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que à travers mon passage à l'armée, j'avais été donc bien formaté justement sur tout ce qui était de l'éducation coercitive. Après, quand j'avais passé donc le CFPPA de Sibin, j'avais été formaté pour utiliser le conditionnement à la récompense. Alors, depuis que je t'ai rencontré, j'avais déjà commencé un peu avant, pour être honnête, sur tout ce qui est éducation de base à ne plus conditionner le chien. Mais c'est vrai que moi j'ai encore tendance à utiliser la récompense alimentaire en contre-conditionnement, parce que je n'ai pas les connaissances que tu as, de toute façon. Mais c'est vrai que moi je vois déjà, j'observe dans ma clientèle que déjà les gens vont estimer que l'éducation dite positive, ça va pas assez vite. Et même si on va conditionner un chien à la récompense sur du contre-conditionnement ou autre, les gens vont estimer justement que ça va pas assez vite. Parce que voilà, toutes les vidéos qu'on voit sur internet, tout est fait très vite et les gens ne se rendent pas compte. Mais je me dis, si on fait que de l'habituation, ça doit être encore plus lent finalement.
Complètement. Il faut ce que les gens, ce que les humains ou futurs propriétaires de chiens doivent comprendre. L'éducation d'un chien est sans anthropomorphisme. Ça équivaut à l'éducation d'un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il passe par l'apprentissage, par la compréhension, par la communication, par l'échange. Et de là, il va travailler, il va développer tout son côté besoin, ce qu'on appelle le besoin d'estime, hein, dans les 5 besoins du chien. Et le chien va pouvoir acquérir sa prise de décision, avoir confiance, être en capacité de faire des choix. Et nous, on va être à côté et on va être surtout dans l'encouragement. Voilà. Donc oui, c'est plus long. Maintenant, c'est plus long par rapport à quoi? Parce que plus long, c'est quelque chose de comparatif. Qu'est-ce qu'il y a de plus long à de l'habituation ou de l'apprentissage qui va être enregistré par notre chien de compagnie et une fois que c'est acquis au travers des cours d'éducation et le travail que les humains vont faire à l'issue du cours d'éducation, hein, c'est ce que je dis à tous mes clients, moi je vous montre quoi, quand et comment. Mais c'est pas parce qu'on a fini la séance au bout d'une heure et demie que derrière il ne faut pas continuer le travail. Et donc, quand on a cette compréhension et cette approche et qu'on travaille régulièrement, on se rend compte à la finale que c'est pas plus long que du conditionnement opérant. On va être libre d'être en compagnie de son chien en toute confiance, soi-même aussi. On ne sera pas dans le contrôle. Parce que je pense pas que ça soit agréable d'être sans arrêt en balade avec son chien, toujours à regarder où il est, ce qu'il va faire, et d'être dans l'obligation de lui dire quoi faire. Personne profite de sa balade. Une balade de chien, quand il est tout seul, il est là pour aller flairer, éventuellement aller rencontrer des congénères si c'est fonctionnel, si c'est faisable. Et nous, on est là pour profiter d'un moment de liberté, d'un moment de tranquillité, et de pouvoir être heureux de voir son chien agir comme un chien peut l'être dans la nature et dans ses moments de détente. Et combler ses besoins de chien d'un point de vue flair, olfaction, etc. Dans le conditionnement opérant, on va être sans arrêt dans le contrôle. Donc à tous les moments, on va être obligé de dire à son chien quoi faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui faire des demandes. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui va être en contrepartie d'autre chose, du contrôle, de la récompense ou du conditionnement opérant. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, par exemple, on va se balader avec son chien et on va lui faire une demande. Moi, c'est ce que je fais par exemple avec mon chien quand on est en cours en balade sociale. C'est pas Maurice, demi-tour. C'est pas quelque chose d'incisif. C'est Maurice, tu fais demi-tour? Et on fait aussi le demi-tour à ce moment-là. Et ça va complètement dans la relation avec son chien. Voilà. Tout ça, c'est ce qui permet d'avoir un lien, d'avoir une écoute et d'avoir un échange avec son animal. Et souvent, ça surprend parce que des fois, les gens me disent « Mais c'est marrant, tu parles à ton chien, mais on a l'impression qu'il comprend comme si c'était un gamin. » Oui, on peut faire des phrases à son chien. Le but du jeu, c'est pas de faire des bouquins, on va pas faire un chapitre pour lui faire une demande. Mais le conditionnement opérant n'est pas nécessaire parce que ça casse le lien et l'attachement avec son humain, parce que le chien perd en autonomie, ne travaille pas sa prise de décision, ne travaille pas sa confiance, et du coup va faire ce qu'on appelle de l'obéissance. Voilà. Et aujourd'hui, moi, l'éducation canine, par rapport à ce qu'on a pu voir ensemble, et je sais qu'une fois on avait vu un de tes clients au tout début qu'on s'est vu les premières fois, c'était avec un berger allemand, c'était une femelle berger allemand, oui. Qui pouvait être réactif congénère, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et donc tu m'avais proposé de recevoir ce monsieur quand on était en extérieur et de regarder un petit peu ce que ça pouvait donner par rapport à ce type d'approche et ce que ça pouvait donner comme résultat. Voilà. Il n'y avait pas de conditionnement opérant, je connaissais pas le monsieur, je connaissais pas la chienne, tu m'avais rien dit de plus, de façon à ce que je sois entre guillemets vierge de toute analyse. Et au bout d'une demi-heure, la rencontre était faite et ensuite on s'était baladé parce qu'il y avait cette possibilité, on s'était baladé chien libre.
Voilà. Donc c'est là où cette approche, elle est belle et elle est sensationnelle. C'est parce qu'avec de la compréhension de fonctionnement du chien, de l'analyse comportementale, on se rend compte que le conditionnement opérant, hormis flatter l'humain, c'est tout ce que ça fait, quoi. Sur le chien, ça n'a pas de fonctionnement, en fait. Et je dis bien pour du chien de famille. Je ne parle pas du chien de travail. Oui, on est d'accord. Voilà. Ok. Mais je sais que oui, moi, voilà, pour répéter un petit peu ce que je disais tout à l'heure, je sais que depuis que je t'ai rencontré, j'ai commencé à mettre en place, à mettre en pratique certaines de ces méthodes, notamment ces approches-là. Et je sais que moi, ça a changé vraiment en profondeur le comportement que pouvait avoir mon chien. C'est-à-dire que moi, j'ai un bosseron que j'utilisais avant pour rééduquer les chiens potentiellement réactifs. Et les méthodes qu'on m'avait enseignées au CFPPA de Sibin, c'était de mettre dans un environnement neutre, sécurisant, les deux chiens en liberté. Alors pas forcément en face à face, en mode confrontation évidemment, mais en fait de les laisser pouvoir évoluer. Et mon bosseron, parce que je l'avais beaucoup confronté à des chiens réactifs, sa première approche généralement c'était de mettre sous contrôle le chien en face. Oui, il avait une présentation haute. Exactement. Et ce qui fait que lorsque je t'ai rencontré, à travers ton approche, c'est vrai que c'était du travail en longe avec une certaine distance pendant un certain laps de temps, jusqu'à ce que finalement mon chien se rende compte qu'il n'avait plus besoin de mettre un coup de pression direct et de pouvoir s'ajuster. Et c'est vrai que ça, quand je t'ai rencontré, j'ai découvert ça. Et en fin de compte, je me suis dit, de ma formation en coercitif, je suis passé en formation positif. Maintenant, je suis en train de me dire que passer sur la formation finalement coopérative, c'est quelque chose qui est aussi très pertinent dans ma philosophie aussi d'éducation canine, qui est proche de la tienne maintenant. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, là où je veux en venir, c'est que les méthodes évoluent énormément. Énormément. Moi, j'ai tendance à dire que l'éthologie, les neurosciences chez le chien, c'est grosso modo les années 2012-2015 où vraiment il a commencé. C'est là où ça a commencé, ouais. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Mais c'est vrai que moi je voulais qu'on parle de cette approche dite coopérative, parce qu'elle est encore très minoritaire en France. On en entend très peu parler. Alors peut-être dans les métropoles où les gens sont peut-être plus au fait de l'éducation et du bien-être. Moi c'est vrai que je travaille en campagne où les gens ont encore une vision du chien de jardin, voire du chien de ferme. Et justement on va en arriver là où je veux. C'est que toi, donc, tu habites vers Marne-la-Vallée, pas forcément. À Marne-la-Vallée, ouais, en Seine-et-Marne, ouais. Et ce qui fait que donc tu es proche de Paris. Comment est-ce que s'adapte l'approche dite coopérative en ville? Quel type de problématique tu vas vraiment avoir? Parce que moi, par exemple, je vais avoir beaucoup de prédation, beaucoup de problématiques de chiens qui vont avoir des problèmes avec du gibier et tout ça dans des environnements de campagne. Quel type de problématique tu peux avoir toi sur du chien de ville? Parce que c'est vrai que finalement j'ai jamais eu l'occasion non plus d'échanger avec des éducateurs canins qui ne travaillent principalement qu'en ville, quoi. En ville on va avoir quasiment toutes les problématiques qui peuvent exister avec un chien. Ça peut être de la réactivité congénère. Et je parle volontairement pas d'agressivité, je parle de réactivité. Un chien qui va être en stress total à l'approche d'un congénère et qui va partir en fuite. Et qui va fuyer, qui va traverser la route au risque de se faire renverser par une voiture, c'est un chien qui est réactif. Il ne va pas agresser, il va fuir. Voilà. Donc toutes sortes de réactivités. Donc la réactivité par rapport à la fuite, par rapport à l'agression des autres congénères. On va avoir des chiens qui vont être réactifs par rapport à tout ce qui est en mouvement. Les bus, les voitures, les trottinettes, les vélos, les joggers. Pour différentes raisons. On va avoir des problématiques de chiens qui ne savent pas gérer la solitude parce qu'on leur a pas appris l'attente et surtout on leur aura pas appris que se séparer de son humain, c'est pas considéré comme quelque chose de négatif. Dès lors qu'on lui apprend qu'une séparation amène à un retour et ça c'est du positif. Donc à partir de là, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de raison de se mettre en stress. Voilà. Donc la solitude, on va avoir la problématique des aboiements. Ça c'est pour les chiens qui sont en appartement. On va avoir, c'est pour ça, quasiment toutes les problématiques.
Voilà. Ce qui s'est passé surtout dans les grandes villes et ce qui commence à faire un petit peu de mal, mais en profondeur, c'est la période du Covid. On a eu beaucoup de gens qui ont adopté pour avoir une présence, pour avoir une compagnie, où ils se sont dit tiens, voilà, je vais être à la maison, c'est le bon moment où je peux accueillir un chien et je vais avoir du temps pour m'en occuper. Sauf que le temps de s'en occuper d'un chien, la moyenne d'âge, on va dire, c'est entre 11 et 17 ans selon les races. Le temps de s'en occuper, c'est 11 à 17 ans. C'est pas 2 mois. Et donc on a eu un gros boom par rapport à des chiens qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec personne à la maison. Et du coup, aboiement, destruction aussi comme problématique. Si tant est qu'il y a un autre animal de compagnie déjà, on va se retrouver en conflit avec un autre congénère, ou avec le chat, ou avec les oiseaux, etc. etc. Donc on a toutes sortes de problématiques dans les grandes villes par rapport à ça. Et on a aussi forcément les phénomènes de prédation qui peuvent être sur les oiseaux, sur les chats, sur les congénères, ou alors, parce qu'on a quand même un petit peu de champ aussi à côté, on va se retrouver avec du chevreuil, du sanglier, les animaux sauvages qui sont quand même présents aussi. Donc on va avoir tout ça. Donc ces humains-là, quand ils viennent nous voir, nous, éducateurs ou éducatrices, dans cette approche, forcément sont perplexes par rapport à la méthode qu'on emploie parce qu'ils ne voient pas la relation. Parce qu'ils ont appris, et on est encore aussi à l'ère d'Internet, on va interdire aux chiens. Voilà, à partir du moment où je lui interdis d'aller voir le chat, d'aller voir le chevreuil, etc., il ne doit pas y aller. Et volontairement, je fais exprès de ne pas dire il ne va pas y aller parce que je lui ai interdit. Ce mode éducatif avec un enfant, pourquoi pas? Mais l'animal réagira et fonctionnera toujours comme un animal. Et le chien fonctionnera toujours comme un chien. Donc on ne peut pas lutter contre les instincts et les fonctionnements naturels du chien. En revanche, on va accompagner, on va cadrer et on va travailler dans l'accompagnement pour ne pas susciter trop l'intérêt ou temporiser justement ces phénomènes-là. Si je prends l'exemple de chiens qui peuvent être réactifs sur les vélos, sur les joggers ou autres, on va les travailler déjà en amont et on va regarder pourquoi le chien est réactif au mouvement, déjà tout simplement. Puisqu'il y a encore une fois, un vélo, un jogger, une trottinette, c'est du mouvement. Et ce qu'il a appris, et c'est ça dans l'approche dite collaborative, parce qu'on se met à la place du chien, c'est ce que je dis à mes clients, je vais vous apprendre à penser chien. Si on apprend au départ au chien à courir après des balles, des bâtons, ce genre de choses, on va lui donner la possibilité, la compréhension et la construction neuronale de courir après tout ce qui est en mouvement. Et le chien ne va pas se dire, tiens, je peux courir après un bâton et je ne vais pas courir après une trottinette. C'est faisable, et là on va rentrer dans du conditionnement opérant, mais on va demander au chien de faire du tri, de filtrer. Tu vois, ça c'est un bâton, tu as le droit, ça c'est un vélo, tu n'as pas le droit. Non, enfin, le chien c'est un animal. Donc à partir du moment où il sait qu'il peut, et que ça va déclencher tout un processus chez lui de fonctionnement, de courir après un objet ou quelque chose en mouvement, il va pas le faire pour un, ou peut-être celui-là, parce qu'il est en bleu mais pas en rouge, parce qu'il a un t-shirt, c'est pas une balle, c'est pas une... Non, j'ai appris à courir, je cours après, quoi. Voilà. Donc cette méthode-là, c'est de dire au départ, toutes ces petites problématiques, on ne va pas, et c'est une phrase, je crois que je t'avais dite, que j'ai retenue de la personne avec qui j'ai fait ma formation, donc qui n'était pas Sandrine Nata-Fotzman, et donc je la lui redonne, c'est sa phrase, on ne règle pas le problème dans le problème. Voilà. Et ça veut dire typiquement que si je ne veux pas avoir à régler un problème avec mon chien dans du comportement ou des attitudes, je vais tout faire en amont pour pas le déclencher. Voilà. Quand j'explique ça à mes clients, ils me disent ouais, mais je comprends pas, parce que le chien il sait qu'il peut pas faire ça, il sait qu'il n'a pas le droit. Et là on retombe toujours dans le travers que
le chien est tellement proche de l'homme depuis tant d'années qu'aujourd'hui il sait et on n'a pas besoin de lui dire. Donc on accueille un chien et de base, tout ça il le sait déjà. Donc j'ai pas besoin de le lui apprendre. Donc c'est là où non seulement on va apprendre des choses qui vont prendre du temps, cette méthode collaborative va prendre du temps parce qu'il y a de l'accompagnement, on n'aura pas les résultats tout de suite, on comprend pas que le chien ne sache pas faire tout de suite, c'est pas normal qu'il sache pas faire tout de suite, et puis après on est aussi pollué par tout l'environnement, et encore une fois sans méchanceté aucune, par la famille, les amis qui ont déjà eu des chiens, c'est pas comme ça qu'on fait, ça reste un chien, il doit être à sa place de chien, faut que tu aies le dessus, sinon il va te dominer, etc. etc. quoi. Voilà. Stop, on fait table rase de tout ça, on apprend le chien d'un point de vue éthologique, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment il gère ses émotions. Et il y a plein de choses où on apprend pour savoir comment il va être en capacité de gérer ses émotions, et on l'accompagne et on l'encourage. Et on fait ce qu'on appelle donc de l'habituation. L'habituation à l'environnement, on ne va pas emmener un chien au marché à l'âge de 3 ou 4 mois pour lui dire voilà, faut que tu saches qu'on va aller tous les dimanches au marché aller chercher les courses. Donc il faut que tu sois habitué à l'environnement, au brouhaha, au bruit, etc. Je te fous là-dedans, terminé, tu verras, il ne se passera rien. Là, vous mettez les chiens en immersion, et alors là, c'est. Ouais, là, c'est foutu. C'est une chance sur deux. Là, c'est ça. Ça passe sous sa Soit il arrive à le gérer, soit il s'en fout, soit il n'est pas du tout en capacité de le gérer, soit il va se dire oula, qu'est-ce qui se passe? Et pour peu que vous ayez un chien, je ne vais pas dire à la mode, mais un chien qui jouit d'une image chien de famille, le golden, le berger australien, pour citer les deux principaux. Là vous avez tous les gens, vous allez avoir les enfants qui vont se jeter sur l'animal sans forcément demander, il va se faire caresser par tout le monde. Bah, soit vous avez un chien qui va apprendre à s'inhiber, à se résigner, c'est-à-dire ok je subis et puis je ferme ma bouche, je dis rien. Ou alors j'apprends que l'humain c'est un problème pour moi parce qu'ils sont tous en train de venir me caresser alors que je suis pas d'accord, donc je vais être amené à me défendre. Parce qu'en plus, étant en laisse courte, j'ai pas la possibilité de fuir. On sait que la première arme de défense du chien, c'est la fuite. Et donc, on arrive avec toutes ces problématiques. Voilà. Donc, encore une fois, l'approche collaborative permet de traiter tous les problèmes. Il n'y aura jamais de notion de temps en se disant tel cas va mettre 15 jours, 3 semaines, parce qu'encore une fois, on touche à du vivant. Et le chien, dans sa tête, il fonctionne d'une certaine façon. Donc il faut sans arrêt, systématiquement s'adapter. Il y a des chiens qui étaient réactifs congénères, qu'on a réussi à rééquilibrer avec leurs humains en 3 séances, et aussi parce qu'entre chaque séance, les gens ont travaillé. Ça, c'est super important. Et puis il y a des chiens qui vont mettre 6 mois, 8 mois ou 1 an. Voilà, je sais que là j'ai un cas qui m'attend quand je vais rentrer à mon domicile, où j'ai demandé aux gens, suite à une altercation, d'aller voir une vétérinaire comportementaliste référencée au niveau de la DDPP, pour avoir toute une analyse comportementale, et puis hormonale, biochimique, au niveau analyse de sang, etc. Et ça, comme ça va faire un peu la transition avec ce que tu parlais tout à l'heure des neurosciences ou autres, et de se dire déjà, avant de travailler le problème, encore une fois, on part aussi de la base sanitaire de l'animal. La nutrition, l'équilibre hormonal, l'équilibre neuronal, l'équilibre comportemental, tout le niveau de vie, l'encadrement de vie qu'il a pu connaître au démarrage, les apprentissages qu'il a pu faire, les auto-apprentissages qu'il a pu faire, et donc on met tout ça, voilà, et on travaille tout ça de cette façon. Justement, c'est ça qui est intéressant, et merci de faire cette transition, c'est que ça demande un niveau de connaissance qui est complet. Et c'est vrai que comparé à la plupart des éducateurs en coercitif par exemple, où comme tu dis, on va juste travailler sur le fait de stopper le chien, donc à travers de l'inhibition, là ça demande quand même un bagage de connaissances qui est quand même assez dense pour pouvoir assimiler tout ça. Et justement, toi, moi ce qui m'avait impressionné dans ton approche, c'est que, déjà même vis-à-vis de l'ancienne stagiaire que j'avais eue,
c'est que le CFPPA de Bougainville formait déjà des futurs éducateurs canins à un très haut niveau de connaissance. Toi-même, tu m'avais appris pas mal de choses. Mais ouais, justement, le fait, comme on disait tout à l'heure aussi, que les neurosciences chez le chien se sont beaucoup développées, grosso modo, ces 7-8 dernières années maintenant. Quel intérêt pour un éducateur canin ou bien même pour un particulier de s'intéresser à ces domaines de compétences que sont les neurosciences, que sont justement le niveau sanitaire du chien? Moi aujourd'hui cet intérêt, je le vois tout simplement pour pas faire fausse route. Tout simplement. Quand je dis fausse route, on va toujours avoir tendance de vouloir résoudre la problématique chez le chien, encore une fois sans forcément s'intéresser et à essayer de comprendre ce qui a pu se passer au départ, d'où ça peut venir, pourquoi, comment, etc. Et heureusement aujourd'hui, Internet peut avoir des gros défauts, mais il a également de gros avantages où on a accès à des informations, à de la connaissance, à des évolutions qui nous permettent de changer notre fusil d'épaule ou d'emmagasiner dans notre caisse à outils plusieurs outils fonctionnels. Aujourd'hui, moi, j'ai rien contre les éducateurs qui sont en coercitif parce que ils étaient là il y a 40, 50 ou 60 ans et ça a été le démarrage. Et c'est comme ça qu'on apprenait parce qu'on est parti de certains constats, de certaines choses, avec aussi la descendance du loup, etc., etc. Mais c'est ce qu'on a appris à l'époque. Et entre-temps, ça a évolué. Gage aux professionnels dans un métier de se remettre à la page et de se réintéresser aux nouveautés dans l'approche ou le métier dans lequel ils évoluent. Tel que toi, tu as pu le faire, et comme tu as dit, en étant passé par une formation traditionnelle ou coercitive, d'être allé faire le BP de Sibins en méthode positive et de continuer de t'intéresser à toutes ces choses-là. Et ça vaut pour tous les métiers. À une époque, on a appris, et pour en venir, donc je sais de quoi je parle, on a appris la mécanique automobile, comme on disait dans le jargon, marteau-burin. Je veux dire, si ça sort pas, petit coup de marteau, ça fonctionne. Bon, puis à un moment, il y a des gens, ils se sont penchés, ils se sont dit, bah, plutôt que d'être embêtés, de galérer avec un marteau, on va peut-être inventer un outil ou une méthode qui va nous permettre de retirer la pièce beaucoup plus facilement, sans contrainte, et puis surtout sans conséquences autres sur la voiture, et ainsi de suite. Bon, bah, y a des personnes, ils ont appris qu'il y avait un outil, ils ont fait le choix d'utiliser ce nouvel outil ou de rester au marteau-burin. Aujourd'hui, dans le monde de l'éducation canine, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Internet, et c'est là où il y a un inconvénient, c'est que le monde de l'éducation, depuis 2020, avec les lois qui sont sorties, etc., on est en train tous de se monter les uns contre les autres. Là, ces 2 dernières années, c'est un truc de fou. C'est pour ça que moi, entre autres, je me suis supprimé des réseaux sociaux parce que... Voilà. Enfin, c'est et ok, ouais, moi, et aujourd'hui, encore une fois, j'ai travaillé un eurasier réactif, agressif, congénère. J'ai travaillé une femelle dog argentin. Pareil, réactif, congénère avec possibilité d'agression et également surhumain. Les humains des chiens m'ont dit muselière, pas muselière, collier étrangleur, pas collier étrangleur, parce qu'on est allé voir un éducateur, notamment la dog argentin, avec collier étrangleur, ça n'a fait que renforcer sa volonté d'aller, entre guillemets, cartonner les humains, bien évidemment. Non, moi je travaille pas à la muselière, je travaille pas au collier étrangleur, rien de tout ça. Directement sur le collier électrique. Exemple, voilà. Sinon j'ai un taser. Mais pourquoi ? Parce que déjà, l'objectif, il est aujourd'hui, en travaillant dans cette approche et en se renseignant sur toutes ces informations et ces nouvelles connaissances qu'on a sur le chien, et ben on apprend tout simplement, et même avec un ranger que j'avais vu en Afrique et qui m'avait effectivement ouvert les yeux déjà à cette époque-là et confirmé dans mes approches. Lui, il n'avait pas de fusil dans le 4x4, aussi bien à balles réelles que seringue hypodermique. Il a dit, à partir du moment où on apprend le fonctionnement de l'animal avec des gens qui connaissent et qui ont fait ce travail,
qui vous donne toutes les informations qu'on ne va pas mettre l'animal en situation de danger, de stress et de défense, et de peur ou d'angoisse. L'animal, à aucun moment, ne va aller vous charger ou vous chasser. Il va avoir ce comportement dès lors que vous êtes allé au-delà de la limite, au-delà de l'acceptation. Et le chien, c'est pareil. Alors je ne dis pas, attention, il y a des chiens ou des chiennes qui ont un trouble neurologique, qui ont un trouble mental, qui ont des troubles du comportement. Ça, c'est tout autre chose. C'est pour ça qu'il faut toujours passer aussi et s'appuyer sur des bons vétérinaires qui connaissent bien l'éthologie du chien et qui permettent d'aller voir au départ s'il n'y a rien de tronqué dans le comportement du chien. Mais à partir du moment où on voit ça, et qu'on travaille le chien sans le mettre dans sa zone d'intolérance ou dans sa zone d'inconfort, c'est-à-dire dans la zone immersive, où là le chien n'apprend rien en immersion, encore une fois, on va pouvoir l'accompagner progressivement et en lui faisant et en lui présentant du bon chien, des bons humains, des bons chats, je dis une bêtise, mais des bons marchés où il n'y a pas trop de brouhaha pour le réhabituer, etc. Enfin voilà, on va lui offrir un environnement qui est fonctionnel à l'apprentissage ou au réapprentissage. Et c'est en ce sens où s'intéresser de savoir comment fonctionne le chien par rapport aux neurosciences, par rapport aux hormones, la sécrétion des hormones, on n'en parle que très peu, mais c'est sensationnel comme information et c'est hyper important. La nutrition. Le rasier dont je parlais, la personne est allée voir sur différents conseils et sur mes conseils aussi, on a abordé le sujet de la nutrition, elle est allée voir une vétérinaire, on a passé, le rasier est passé au barf. Alors oui, c'est des contraintes. On a travaillé en côté la relationnelle et le comportement, on a travaillé la rencontre, j'ai travaillé avec Maurice, j'ai travaillé avec d'autres chiens sur mon secteur. Et on a appris à le rasier à nouveau, à bien rencontrer et tout, parce qu'il était en capacité de comprendre qu'il pouvait rencontrer autrement. Et il était en capacité parce que tout son système digestif était revenu à la normale, de par l'alimentation, de par le barf, plus d'aigreur d'estomac, plus de douleur d'estomac, plus de diarrhée, plus de mauvaises sensations. Et donc, dans la mesure où il y a un système digestif qui va être en capacité d'assimiler tous les nutriments, les vitamines et de les distribuer au bon endroit et au bon moment, la sécrétion des hormones, elle va avoir lieu aussi au bon endroit et au bon moment. Et donc, la sécrétion hormonale, c'est quoi? De travailler sur tout ça, ou les neurosciences, c'est de se dire, le chien, il y a un moment, il va être en situation de stress, il va sécréter des hormones de stress, on a du bon stress ou du mauvais stress, mais à côté, une fois qu'il aura pris une décision, il faut que le cerveau soit en capacité de sécréter les hormones de la récompense. Je ne vais pas rentrer dans les noms barbares comme les cortisol, ocytocine, etc. Mais voilà, et tout ça, c'est un équilibre. Et dès lors qu'on comprend que le chien, aujourd'hui, dans notre métier d'éducation canine, dès lors qu'on comprend que le chien a un cerveau qui sait s'en servir, qui va fonctionner comme nous, qui va sécréter des hormones en fonction d'un état émotionnel, d'un état sanitaire, d'un état nutritionnel, d'un état digestif fonctionnel, et déjà on va repartir sur des bonnes bases pour pouvoir permettre au chien d'apprendre ou de réapprendre. Et c'est en ce sens que la formation du CFPPA de Bougainville apprend les bases, les signaux de communication, on va aller regarder toute la nature cynotechnique du chien, les os, le squelette, tout ce qui est les maladies, on va dire les hypertypes, ce que ça peut engendrer chez le chien. Pour donner un exemple, l'hypertype, c'est la prononciation à outrance dans le travail de la race. On va pousser à outrance un trait physique ou un trait comportemental ou un trait général du chien pour lui donner l'aspect physique qui, entre guillemets, plaît. Voilà. Typiquement, le plus gros hypertype connu, le bulldog français. Voilà, qu'elle n'est complètement écrasée. On l'a compacté complètement, donc la taille de l'intestin est quasiment toujours le même, sauf qu'au lieu de l'avoir sur 50 cm de long, on a dit on va le mettre dans 25 cm de long. Voilà. Bon, forcément, peut-être que ça va fonctionner, mais il va y avoir des conséquences à côté. Oui, tout à fait. Donc on rigole, parce que le bulldog français, ça pète, ça pue,
Ça ronfle, ça fait partie du chien. Mais voilà, sauf que le bulldog français, aujourd'hui, le museau écrasé, il a plus de palais. Le palais, ça fonctionne comme le radiateur du chien. C'est comme ça que le chien se rafraîchit. C'est pour ça qu'on les voit haleter. Hein. L'air passe sur le palais. C'est pour ça qu'il est en mode de vaguelette. Hein. Ça augmente la surface. Et ben, quand vous avez un palais long comme ça et que vous le raccourcissez à ça, ouais, c'est peut-être mignon. Ça donne peut-être une tête rigolote. Mais sauf que le chien, il souffre le martyre, quoi. Voilà. Donc on apprend tout ça dans cette formation et c'est en ce sens pour moi que c'était la formation parce qu'on n'était pas dans du conditionnement et on apprenait le chien en tant que chien et on apprenait l'espèce. Voilà. Et aujourd'hui, sortir de là, on ne parlait pas de neurosciences et tout, mais moi ça m'a ouvert l'esprit en me disant mais en 1 an de formation, enfin 10 mois, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout connaître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, tous les jours, on se renseigne, on lit des livres, on va sur internet, sur des vrais sites, on va se tenir au courant, même côté législatif, avec les nouvelles lois, on va se tenir au courant des nouvelles découvertes, on va suivre des personnes comme Audrey Ventura avec son site Sinoconsult, qui est une mine d'or en information et à découvrir tous les jours sur le comportement et les attitudes des chiens. On va suivre des personnes comme le docteur vétérinaire Joël Dehaas, que tu connais aussi à travers ses ouvrages. Et d'ailleurs, Audrey Ventura a été formée chez Joël Dehaas. Là, je me suis découvert d'intérêt et de passion. Il n'y a pas d'autre mot avec une personne comme Noreen Chai, qui est vétérinaire spécialiste de la faune sauvage. Qui intervient chez Muriel Beck entre autres, donc qui est une grande dame du monde animal, alors pour le cinéma, mais qui connaît très bien les animaux sauvages. Voilà, donc on va s'entourer, on va s'informer auprès de ces personnes pour nous permettre de donner un nouvel élan à l'éducation canine, en ce qui me concerne, avec ces informations qui sont vraiment plus respectueuses et dans la découverte du chien. Bah justement, c'est parfait. Tu vas amener comme ça la dernière partie de notre entretien. Moi, je sais que j'avais eu l'occasion de m'initier à la communication animale en 2015-2016, avec Jérémy Soranda à l'époque. J'avais interviewé sur ma chaîne YouTube il y a 2 ans maintenant une personne qui pratique la communication animale et qui forme aussi, qui habite sur le secteur de la Bretagne. Et je sais d'ailleurs que un jour je me reformerai en communication animale via elle. Et toi justement, c'est un domaine que tu as découvert donc avec Noreen Chai. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu as découvert? Comment ça s'est passé? Noreen, je l'ai rencontré pour la première fois. Alors j'espère qu'il ne m'en voudra pas de parler de lui parce que je sais que c'est une personne, j'ai découvert que c'était une personne qui était très humble, que j'ai découvert donc chez Muriel Beck lors d'une journée, on va dire, pas forcément communication animale, mais c'était sur les énergies, sur le fait de se recentrer, sur le fait d'être à l'écoute, d'être dans l'équilibre avec les animaux et de s'aider ou d'aider les animaux à ressentir justement les choses et les énergies. Parce que nous sommes de l'énergie, donc ça aussi je m'y intéresse de plus en plus parce que je me rends compte qu'effectivement ça a une grande incidence sur les animaux et sur les chiens en l'occurrence, pour parler de nos métiers respectifs, où des fois on se dit tiens c'est marrant, tel chien tout de suite il a ressenti que t'aimais les chiens, ou il s'est mis à grogner ou à aboyer ou à montrer des signes d'inconfort vis-à-vis de telle ou telle personne. Parce que les animaux ont gardé beaucoup plus que nous cet instinct naturel et à utiliser ces méthodes-là. Et donc Noreen, je l'ai rencontré chez Rendez-vous en Terre Animale, chez Muriel Beck, où il faisait une journée découverte par rapport à cet aspect-là. Et on a travaillé sur toute cette journée à ressentir les énergies et les connexions. Et donc par différents exercices, par différentes techniques pour apprendre et ressentir surtout. La journée à la fin s'est passée, on est allé voir les loups arctiques sauvages. Et d'ailleurs tu avais vu la photo. Et moi je me suis surpris à discuter au cours de cette journée avec Noreen, qui me faisait prendre conscience que presque en gros je suis pas arrivé dans ce métier par hasard. C'était pas une fatalité, c'était pas une découverte, c'était pas tiens faut que je trouve un métier, faut que je change, etc.
Et donc on a parlé de ça en disant ouais, c'est pas illogique. Et par rapport à ce lien avec les animaux et avec les chiens. Et quand on est arrivé avec les loups arctiques, je me suis retrouvé, on était une quinzaine de personnes, et je me suis retrouvé avec les loups arctiques dans l'enclos, avec toutes les personnes. Et sur les 4 loups, il y en a 3 qui m'ont pas quitté, dont un plus que les autres, et resté collé à moi, quoi. Et donc on a échangé avec Norine là-dessus, et là j'ai senti et j'ai perçu un vrai potentiel sur l'instinct, sur le ressenti, sur l'attirance par rapport à la communication animale. Et aujourd'hui, j'ai décidé, donc l'année prochaine, je vais me former à la communication animale aussi, parce que lui forme, pardon, je te coupe, mais non, lui forme pas. Ah oui, Lui forme pas. Voilà, il m'a donné les contacts d'une personne à contacter de sa part. Parce qu'effectivement, pareil, dans la communication animale, c'est comme dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vais pas dire charlatanisme, mais il y a beaucoup de gens qui pensent être en capacité ou qui croient faire de la communication animale, alors que ça n'en est pas. Il faut bien faire la différence dans la communication animale, il faut bien faire la différence entre une pensée et un ressenti. La communication animale, c'est un ressenti. Il faut être aligné, il y a pas mal de choses à faire au départ. Vous allez regarder la photo d'un chien et vous allez avoir une pensée. C'est-à-dire que vous voyez le regard du chien et vous pensez que le chien est mal. Donc vous allez dire à l'humain du chien, oui, on sent que là, le chien est pas bien, etc., etc. Enfin, il faut faire très attention parce que c'est très sensible. Il ne faut pas s'attendre avec la communication animale à bonjour madame ou bonjour monsieur, quelle question vous voudriez poser à votre chien. Ok, Luthor, aujourd'hui, est-ce que tu as mal quelque part? D'accord, oui, Luthor, aujourd'hui, il a mal à sa patte arrière droite. D'accord, Luthor, est-ce que tu peux nous dire, papa et maman, ou monsieur et madame, ou tes maîtres, ils veulent savoir pourquoi tu as mal à la patte? Non, on arrête, c'est pas ça la communication animale. La communication animale, c'est d'être en capacité d'utiliser ses compétences énergétiques, et dès lors qu'on l'a travaillé et qu'on l'a appris, pour ressentir ces mêmes compétences énergétiques chez l'animal ou à travers ou envers l'individu avec qui on va le faire. Et là, on va ressentir des choses et on va poser des hypothèses, mais surtout pas de diagnostic. Voilà. Et ça va aider à avoir une approche explicative par rapport à un problème à résoudre éventuellement. Un chien qui n'arrête pas d'uriner chez lui, par exemple, on va essayer de travailler plein de choses. Hein. Et puis, on va travailler sur sa gestion du stress. On peut s'aider aussi de pas mal de choses comme la zoopharmacognosie. Ça aussi, c'est très encadré, c'est très spécifique, mais on peut s'aider des plantes pour pouvoir soulager le chien plutôt que de le médiquer. Ou alors, on va s'aider de la communication animale pour tâcher de ressentir chez le chien ces fameuses énergies pour que ça puisse nous informer. Et à partir du moment où ça va nous informer, on va pouvoir travailler et de mettre en place des choses et des protocoles de travail. Voilà. On peut utiliser la communication animale. Il y a des personnes qui sont aussi éducateurs canins, un éducateur chez qui j'ai fait des stages aussi, qui lui pratique plus, mais par exemple il fait du reiki animalier aussi, parce que encore une fois là aussi les énergies parlent beaucoup. On va pouvoir libérer, on va pouvoir purifier et on va pouvoir détendre. Voilà. Et heureusement, il y a de plus en plus de vétérinaires qui commencent à être intéressés aussi dans cette partie de la médecine dite parallèle pour pouvoir accompagner différents diagnostics et différentes approches. Voilà. Donc aujourd'hui, la rencontre de Norine, ça a été pour moi une révélation. J'essaye et je tâche de rester en contact avec lui et avec d'autres personnes de ce type parce que c'est ce qui va permettre de continuer de nourrir la caisse à outils. De ne pas s'arrêter à quelque chose qu'on a appris qui est peut-être plus fonctionnel aujourd'hui parce qu'il y a mieux ou il y a autrement, mais toujours se remettre à la page parce que les choses évoluent, la science évolue, les informations évoluent et il faut toujours se former. Aujourd'hui, des éducateurs canins qui passent un simple diplôme en quelques jours et qui ne vont pas faire ce genre de recherche ou qui ne vont pas travailler le comportement du chien ou l'analyse, la lecture, les signaux de communication et tout, non, ça ne pourra pas fonctionner, jamais, c'est pas possible.
C'est pas possible. Donc toujours se former, toujours. Et lire. Bah écoute, c'est parfait. T'as presque fait une conclusion en même temps. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Bah, ce que je voudrais rajouter, merci de ton invitation, merci de ta proposition. Bah, je t'en prie, David. Merci à l'époque aussi de m'avoir accueilli quand je faisais ma formation, parce qu'il fallait trouver des stages. C'était pas facile, parce que Dieu sait que la phrase désolé monsieur, je ne forme pas ma concurrence, je l'ai entendue maintes et maintes fois. Ça n'a pas été du tout ton approche, bien au contraire. Ça n'a pas été un stage, ça a été vraiment une collaboration pendant ces 2 semaines qu'on avait passées ensemble. 4 semaines finalement, parce que tu as fait 2 fois, je crois. À 2 fois 2 semaines, ouais. Et donc du coup, ça a été une vraie collaboration et puis une vraie approche et une vraie compréhension par rapport au métier. Et donc du coup, voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, ce que je voudrais dire pour les gens qui veulent se lancer dans l'éducation canine, je pense que je peux conclure là-dessus. Faut que ça soit une vocation, faut que ça soit quelque chose qui vous anime, et dans la mesure où c'est une vocation et que ça vous anime, ne vous trompez pas de formation, et surtout renseignez-vous bien et ne vous arrêtez pas à un seul diplôme ou un seul certificat. Bossez, lisez, renseignez-vous, faites des stages de perfectionnement avec des gens qui sont dans le chien. Il y a une dame qui fait justement chez d'autres éducateurs ou éducatrices des stages justement dans l'approche qui est aujourd'hui au CFPPA de Bougainville et que je salue, qui est une très grande dame dans la lecture et la compréhension du chien, qui est madame Nadine Chastan. Franchement, pour celles et ceux qui sont formés éducateurs canins avec une belle vraie approche, allez faire des stages avec cette personne. Voilà. Ok. Et vis-à-vis des propriétaires de chiens, parce que je sais que sur la chaîne il y a beaucoup plus de propriétaires de chiens qui regardent, mais ça c'est justement très intéressant. Comment guider un propriétaire de chien à choisir un bon éducateur canin? Si tu as des conseils, toi, comment est-ce que tu peux amener les choses? Il y a beaucoup de ressentis. Le bon choix, déjà, ce que je pourrais dire aux propriétaires, aux futurs propriétaires de chiens, voyez déjà un éducateur avant d'aller adopter le chien. Parce que vous allez l'adopter en élevage, vous allez l'adopter en refuge, vous allez aller l'adopter en sauvetage ou à la SPA. Il y a vraiment une démarche et une approche et des compréhensions et des informations primordiales à savoir au départ. Voilà. Quand vous allez l'adopter en refuge ou en SPA, vous ne saurez jamais trop de son histoire. Vous saurez qu'il aura peut-être subi des traumatismes, mais vous n'aurez pas ces informations-là. Mais quand vous allez aller adopter cet animal, que vous allez l'accueillir avec vous, vous allez l'accueillir avec toute cette sacoche-là. D'accord ? Donc, faites-vous aider et accompagner au préalable des éducateurs qui sont dits en méthode collaborative ou en approche collaborative pour avoir les bonnes questions et les bonnes informations pour aller adopter ce chien. Donc, et si vous allez chercher un chiot en élevage, renseignez-vous auprès d'un éducateur pour qu'il puisse vous accompagner sur les questions à poser, sur ce qu'il faut regarder dans l'environnement d'élevage, comment les chiots sont en compagnie de leur fratrie, avec le père et la mère, s'il n'y a pas le père, s'il n'y a pas la mère, pourquoi, etc. Parce que ça va jouer beaucoup sur le tempérament du chien que vous allez accueillir à la maison. Ça, c'est primordial. Et puis, aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus de chiens en animalerie, donc ça, c'est très très bien aussi. Des chiens à adopter en refuge et en SPA, il y en a beaucoup. Et donc aujourd'hui, si vous voulez savoir si c'est un bon ou un mauvais éducateur, j'ai pas vraiment de réponse là-dedans parce que ça reste une opinion, ça reste un avis. En tant que propriétaire du chien, vous avez un affect, vous avez un état mental, vous avez un état émotionnel. Choisissez-en plusieurs. Posez des questions par rapport à ce que vous attendez, la façon dont vous voulez éduquer votre chien, quelle relation vous voulez avoir. Il faut de tout, il y a de tout. Après, voilà, moi je sais qu'il y a des éducateurs, je vous dirais non, n'allez pas vers eux, mais après je suis qui pour m'autoriser à vous dire ça, si ça vous correspond, etc. Ok, c'est votre choix, mais faites-le en connaissance de cause. Donc prenez-en 1, prenez-en 2, 3, 4, voilà, mettez-les en... c'est pas en concurrence, mais en comparaison pour savoir quelles sont leurs méthodes de travail. Et après, vous ferez un choix en toute connaissance de cause. Voilà. Après, les avis, forcément, sur Internet, faut les regarder, faut les lire, faut les suivre. Ça peut aussi donner pas mal d'informations. Voilà.
Moi, je sais que sur mon site, vous verrez jamais de cours d'éducation parce que le monde de Internet, tout de suite, vous êtes dénigré parce que vous avez plus de réussite qu'un autre, parce qu'on fait toujours différemment, on peut toujours mieux faire, etc. Oui, probablement. Moi, j'ai pas la science infuse. Je sais qu'il y a des clients qui ont voulu continuer, il y en a qui ont voulu arrêter parce que ça allait pas assez vite, parce qu'ils voyaient pas le résultat. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez plus travailler avec un éducateur canin, avec un collier Torquatus, bien que ça soit quasiment interdit aujourd'hui, ça c'est un autre débat. Bon bah allez-y. Je veux dire, moi je peux pas vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire avec votre animal. Moi je suis contre tout ce qui fait du mal aux chiens. C'est le principal. Voilà. Donc je sais aussi qu'à une époque, ces outils-là ont pu se sauver de l'euthanasie et récupérer pas mal de chiens. Oui, c'est voilà. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes. Il faut aller vers ces méthodes. Mais attention à ne pas tirer sur l'ambulance. Voilà. À une époque, on a bien été content d'avoir ces outils-là à disposition pour sauver des chiens de l'euthanasie. Oui, tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, mettre un collier Torquatus sur un berger australien à 3 mois, comme certains font en cercle de dressage. Voilà, ces gens-là, Mais c'est pas... faut pas y aller. Donc c'est un jugement finalement. Voilà. Bien, merci pour tout, David. Bah, je t'en prie. Merci pour ton invitation et puis au plaisir.